Et pour ce grand réveil, chers auditeurs, nous recevons ce matin Ilyas et Saïd et Khaled Aboud, qui sont tous les deux consultants en affaires internationales, en géopolitique. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors si on vous a reçu, c'est pour faire le point une fois de plus sur la situation algérienne. Adèle Rosner en parlait il y a un instant dans les flashs d'actualité. La compagnie aérienne Air Algérie impose désormais que les ressortissants renvoyés vers l'Algérie soient munis d'un laissez-passer consulaire, même quand ils sont détenteurs d'un document d'identité algérien. Et donc, comme elle le disait, c'est en dépit des accords entre les deux pays. Alors pourquoi une telle décision de la part d'Air Algérie ? Quelles sont les motivations ? Est-ce qu'on peut faire le point sur ces relations entre l'Algérie et la France? Et puis je commence avec vous, Ilyas et Saïd. Donc on sait que les relations entre la France et l'Algérie se sont détériorées, précisément depuis la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. L'Algérie, qui pourtant prétend ne pas être une partie prenante à ce conflit artificiel, a décidé de sacrifier ses relations avec la France. Donc il y a tout un tas de rétorsions de la part d'Alger à l'égard de la France. Et comme dans toutes les guerres, on a des victimes collatérales, en l'occurrence Boualem Sansal. Donc aujourd'hui, le 18 février, il a passé sa 95e nuit en détention arbitraire dans une prison proche d'Alger, alors qu'il a été soigné pour un cancer en France, et que son avocat a déclaré qu'il n'était pas bien. Et pourquoi est-ce qu'il est incarcéré ? C'est en vertu de l'article 87 bis du Code pénal algérien, qui sanctionne comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Et quel est cet acte terroriste en question ? La défense du Sahara marocain lors de son interview avec le Média Frontières. Autre cible de la propagande algérienne, monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a mis les points sur les i en ce qui concerne les relations franco-algériennes. Il veut changer ce paradigme diplomatique français qui consiste à se plier constamment aux caprices de la junte algérienne. Et ce ministre de l'Intérieur conservateur et libéral de droite prend conscience de cette mascarade diplomatique et souhaite, comme il a dit, rétablir le rapport de force avec l'Algérie. Donc il réclame la remise en cause des accords de 68 sur l'accueil des ressortissants algériens et le rétablissement des visas pour les diplomates algériens. Il a également demandé aux pays européens de ne pas signer d'accord avec l'Algérie tant que le pouvoir algérien n'aura pas libéré Boualem Sansal. Parce que l'Algérie voulait en fait réviser son accord d'association avec l'Union européenne pour un principe gagnant-gagnant. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi les dirigeants algériens tiennent un discours hostile contre la France ? Pour plusieurs raisons. La principale étant que l'Algérie est une nation relativement jeune comparée au Maroc et à la Tunisie, qui sont des anciennes, les deux ailes du Maghreb, les deux ancrages du Maghreb, comme le disait l'historien tunisien Hichem Djaïd. Ce qui fait que par conséquent, le sentiment d'appartenance nationale algérien est fragile et il ne repose que sur 3 piliers, la haine du Maroc, l'antisionisme et la rente mémorielle à l'égard de la France. Et cette rente mémorielle cible également le peuple algérien au même titre que les Français, puisque les émotions sont instrumentalisées pour que les dirigeants algériens puissent se maintenir au pouvoir. Donc ils ont besoin d'un semblant de légitimité et ils ravivent les blessures du passé en parlant d'un passé colonial. On est sur un narratif qui date de l'époque du tiers-mondisme et du socialisme arabe. Et en termes de rhétorique, on est sur du même niveau que LFI, Rima Hassan ou Delogu, parce que le président algérien avait dit il y a quelques mois que la France avait commis, je cite, un génocide en France. Donc après, pour expliquer l'hostilité algérienne, on peut aussi évoquer les dynamiques géopolitiques, mais cet aspect est moindre dans la mesure où les relations entre la France et l'Algérie est moindre dans la mesure où le régime algérien pourrait rompre avec cette politique belliciste héritée de l'idéologie révolutionnaire. Un nouveau régime algérien pourrait se désengager de son alignement sur les pays de l'Est, se réconcilier avec la France et le Maroc et ouvrir le marché aux capitaux étrangers, mais là on serait plus dans la théorie et non pas dans la praxis. Alors Khaled, de votre côté, même question, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces relations entre la France et l'Algérie ? On a compris que c'était compliqué en ce moment, mais comment est-ce que vous analysez ça, vous ? Si vous voulez, les relations entre la France et l'Algérie, ça ressemble plus à un amour impossible. Alors, il y a une histoire commune, des liens forts, mais aussi des rancœurs profondes et des conflits récurrents. Un véritable « je t'aime, moi non plus » où chaque rapprochement est suivi d'une crise. Aujourd'hui, un nouvel épisode vient illustrer cette relation compliquée. Donc, comme l'a dit Adèle tout à l'heure, la question des expulsions des clandestins algériens et les blocages imposés par Air Algérie, qui demandent désormais un laissez-passer consulaire. Donc, c'est administratif. Or, obtenir ce laissez-passer consulaire, ça implique une validation préalable par les autorités algériennes, ce qui retarde, voire bloque les OQTF. Et évidemment, on connaît la réputation de l'administration algérienne. Elle prend son temps, beaucoup de temps. Obtenir un laissez-passer consulaire, c'est un peu comme demander un café dans un ministère à Alger.
On ne sait jamais s'il va arriver chaud, froid ou juste jamais. Mais c'est pas propre à l'Algérie, hein. Je suis moi-même d'origine égyptienne et je peux vous assurer que dans tous les pays arabes, l'administration, c'est un sport de patience. La France a déjà utilisé des leviers de pression comme la réduction des visas en 2021. Et ça avait provoqué à l'époque une vive réaction en Algérie. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alger de répondre à la France suite à la reconnaissance du Sahara marocain et en compliquant les expulsions notamment. Ça me rappelle un éternel jeu du chat et de la souris où chacun cherche à tirer avantage d'une position de force. Un peu comme Tom et Jerry où chaque coup porté par l'un est contré par l'autre. Sauf qu'ici, les enjeux ne sont pas humoristiques. Ils touchent aux relations diplomatiques et aux intérêts économiques des deux pays. Il faut savoir aussi que seuls 10% des OQTF sont réellement appliqués. Mais pour l'Algérie, on est entre 2 et 5%, donc c'est beaucoup, beaucoup plus bas. Alors, justement, est-ce que cette façon de vouloir faire pression aujourd'hui sur ces visas, c'est pas parce que l'Algérie a conscience qu'aujourd'hui en France, l'un des problèmes phares de notre politique, c'est quand même cette exécution des OQTF? Si vous voulez, les pays comme l'Algérie, ils comprennent que la force. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de décision forte, ils vont continuer. Et tant que la France ne prendra pas des décisions, et on va en parler avec Ilias, sur les sanctions possibles de la France. D'ailleurs, pour rebondir justement sur ce qu'a dit Khaled par rapport à la capacité de la France à expulser ses OQTF, on peut faire un parallèle avec les États-Unis et la Colombie. Il y avait un vol de rapatriement de ressortissants colombiens qui a été refusé par la Colombie. Et seulement 6 heures après, Donald Trump avait émis des menaces de sanctions et il avait également émis des menaces de sanctions et des rétorsions diplomatiques, dont les 25% de droits de douane. Et la Colombie a immédiatement cédé après. Et c'est là que les propos du ministre de l'Intérieur prennent tout leur sens. Il parle de rétablir un rapport de force, car tout est une question de rapport de force. On oublie souvent que les relations internationales ne sont pas régies par le droit international stricto sensu, ni par un droit naturel avec une norme supérieure qui serait la morale, la religion, les droits de l'homme ou la démocratie. Les relations internationales sont régies par la loi du plus fort, par un rapport de force permanent dans lequel les États-nations défendent leurs intérêts nationaux. Et à cet égard, la France semble plus s'aligner sur une doxa idéologique plutôt que sur un réalisme. Alors certes, on nous bassine tous les jours que l'Algérie est un rempart contre l'immigration et l'insécurité en provenance du Sahel. Oui, c'est vrai, mais la France a également différents leviers de pression qu'elle peut opposer à l'Algérie. Par exemple, 1. Supprimer l'aide au développement. 2. Supprimer les visas aux diplomates algériens. 3. Bloquer les transferts de fonds vers l'Algérie. Et enfin, l'ultime solution et la plus coercitive, ce serait de bloquer les gels des avoirs des généraux algériens en France. On l'a bien fait aux Russes, je vois pas pourquoi on pourrait le pas faire aux diplomates algériens. Donc vous voyez que la France elle a plusieurs outils pour contraindre l'Algérie, mais le ministre de l'Intérieur n'a pas les prérogatives des affaires étrangères, c'est le président qui les a. Donc tout est une question de volonté. Oui, alors justement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette volonté? Puisque vous parliez du cas de Donald Trump, qui est quand même un exemple frappant des méthodes qui fonctionnent justement pour rétablir ces relations plus sereines et plus saines, surtout avec l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne suit pas l'exemple pour rétablir un semblant d'équilibre diplomatique? Tout simplement que déjà... Emmanuel Macron ne semble pas avoir le charisme de Donald Trump, ni la volonté politique de son administration. Ensuite, il n'y a pas le même paradigme des relations internationales, donc la France ne cherchera pas à contraindre par la force ses rivaux comparé à l'administration Trump. C'est vrai que quand on s'interroge sur les sources de ces tensions, il y a énormément d'analystes qui nous parlent de la récente crise donc, du Sahara occidental. Est-ce que c'est pas antérieur? Parce que vous l'avez aussi évoqué, le président algérien aujourd'hui et même globalement la classe politique et médiatique algérienne aujourd'hui joue sur ce passé colonial pour expliquer à quel point en fait les malheurs de l'Algérie sont tous le fruit de cette colonisation. Est-ce que c'est un simple outil ou est-ce qu'il y a des vraies frustrations à ce niveau-là, Khaled Aboud? Je pense que c'est un peu des deux. Les Algériens sont en général très rancuniers, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, à l'école, on leur apprend limite à détester la France. Donc je pense que ça fait partie, entre guillemets, de leur culture. Et il y a aussi, certes, une frustration. Donc, c'est un petit peu des deux. C'est un outil.
comme tous les États utilisent des leviers de pression. Donc celui de l'Algérie par rapport à la France, c'est une relation très compliquée et très ancienne. Donc un passé colonial et beaucoup, beaucoup, beaucoup de rancœur. Mm. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que le jeu de l'Algérie serait bien différent et probablement moins solide si jamais il ne pouvait pas compter sur l'influence de la diaspora algérienne en France? Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup d'hommes politiques français qui, avant de prendre la parole ou de prendre des décisions politiques, se demandent ce qu'en penseront les populations immigrées ou issues d'immigration. Mais clairement, parce que des chiffres de la diaspora algérienne montent à plusieurs millions, ou en tout cas des personnes françaises d'origine algérienne. Donc c'est forcément un levier de pression. On sait très bien que si demain il y a un gel des avoirs ou un blocage des transferts d'argent, ça va créer des manifestations. C'est un levier de pression très important pour l'Algérie et je pense qu'ils en sont conscients. Et j'ai l'impression que la France n'ose pas, ou en tout cas prendre des décisions fortes comme l'a fait Donald Trump. Donc à voir. Parce que les Algériens, justement, en cas de décision forte, les Algériens qui sont en France, est-ce que vous auriez tendance à penser qu'ils redirigeraient leur frustration vers le pouvoir français en se disant, bah voilà, les Français, une fois de plus, essaient de nous brimer? Ou est-ce qu'ils se diraient, bon, bah, en fait, les Français réagissent à un comportement de notre président, et donc la personne qui doit être visée par notre colère, c'est plutôt le président algérien qui n'a pas su entretenir les relations avec le président du pays dans lequel on se trouve? Je pense que les Algériens auront une part de bon sens en prenant conscience de cette relation historique entre la France et l'Algérie. Mais il y a toujours un facteur à prendre en compte, c'est la machine médiatique algérienne. Donc on a plusieurs médias, donc notamment le nouveau média international ALN24, qui ne cesse de vilipender la France et de mener des actions de communication aussi à l'égard de la France. Donc je pense que la diaspora algérienne sera touchée par ces actions. Et concernant les OQTF, est-ce que vous avez la sensation que les choses pourraient évoluer? Parce qu'il y a quand même aussi de plus en plus de pression en France. C'est un sujet phare de la politique aujourd'hui. Est-ce qu'Emmanuel Macron, même s'il n'a pas la volonté politique, ne pourrait pas se retrouver contraint et donc engager cette politique de force avec l'Algérie? Oui, mais je pense que le changement ne pourrait pas forcément venir de Macron, mais plutôt d'autres bords politiques. Après, tout dépendra des prochaines présidentielles et de la volonté du peuple français et de ses politiques et de ses élus. Bien sûr. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi un changement politique en Algérie. Quelles sont les prochaines échéances? Quand est-ce qu'on pourrait espérer justement un changement de pouvoir en Algérie? Ça dépend si on parle d'un changement de pouvoir radical ou si on parle d'une révolution de palais, parce qu'actuellement en Algérie, il y a une guerre de clans entre différents généraux et différents partisans d'anciens généraux comme ceux du général Khaled Nezzar. Donc tout dépendra déjà du contexte régional, puisque l'Algérie est sur pression, déjà au sud avec le Mali. On sait que l'Algérie soutient les séparatistes de l'Azawad contre les forces maliennes et paradoxalement aussi contre son allié russe. Il y a aussi donc l'enclavement de l'Algérie avec le projet de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dont le Maroc leur a donné un accès à l'Atlantique. Il y a aussi des pressions à l'est avec le maréchal Haftar qui a mené plusieurs patrouilles sur les frontières algéro-libyennes. Donc on sent que l'Algérie se sent de plus en plus isolée régionalement et ça pourrait mener en fait à un ras-le-bol général des populations à travers probablement un nouveau Hirak, c'est le mouvement protestataire dans les pays arabes. Et en l'occurrence en Algérie, je pense qu'un deuxième Hirak ne devrait pas être récupéré par le régime algérien, puisque en 2017-2018, face aux manifestations algériennes, ils ont destitué Bouteflika, mais ils ont remis à la place Tebboune, avec les réformes qui ont été menées par le général Gaïd Salah. Donc on est dans un perpétuel recommencement des élites algériennes qui durent depuis les années 60 avec le clan des généraux Oujda, Ben Bella et ainsi de suite. Et le peuple algérien, lui, est-ce qu'il se rend compte justement de tout ce discours qui a été développé pour permettre aux dirigeants algériens actuels de se dédouaner de toutes les
conséquence de leur mauvaise politique. On a reçu d'autres invités avant vous pour nous parler de l'Algérie, qui nous expliquaient qu'il y avait aussi beaucoup de corruption. Est-ce qu'ils ont conscience que finalement, expliquer que les problèmes de l'Algérie, c'est le fruit donc de cette relation, cette mauvaise relation avec la France, c'est une excuse pour cacher leurs propres faiblesses, ou bien est-ce que le discours et la classe médiatique algérienne ont réussi à s'infiltrer et à s'établir dans l'imaginaire collectif algérien? Oui, absolument. Après, il faut savoir que la corruption, c'est une arme à double tranchant parce que certes, lutter contre la corruption, c'est primordial pour un État, mais c'est aussi un outil pour les élites de justifier leur purge contre des dignitaires de l'État algérien. C'était le narratif qui avait été brandi par Gaïd Salah. Après avoir destitué Bouteflika, il avait enfermé une cinquantaine de hauts gradés de généraux au nom de la lutte contre la corruption. Donc en ce qui concerne le peuple algérien, je pense qu'il en est conscient, mais il tombe pas dans le panneau et dans le leurre de leurs élites. Khaled Aboud, on finit avec vous en quelques secondes. Est-ce que vous pensez là que plus les pressions augmentent et plus on approche de la fin justement de ces tensions entre l'Algérie et la France, puisqu'il va bien falloir prendre une décision et agir, ou bien est-ce qu'on peut avoir encore de longs mois de pression devant nous et puis de crise diplomatique entre ces deux pays? En toute franchise, je pense qu'on n'est pas du tout vers la fin. Je vois, à part une décision forte de la France, je vois pas comment le conflit pourrait se résoudre. Les Algériens ont l'air droit dans leur basket et n'ont pas l'intention de bouger de position. Donc, je pense que tout est dans les mains de la France aujourd'hui. Si elle applique des sanctions économiques, notamment, comme a dit Ilias, le gel des avoirs, le gel des transferts d'argent, peut-être qu'il y aura en Algérie une conscience collective, mais là, tout de suite, j'en doute. Merci à tous les deux d'être venus nous parler donc de cette crise diplomatique. Je pense que désormais on peut l'appeler comme ça, entre la France et l'Algérie. Ilyas Sessaïd, vous êtes consultant en affaires internationales, et Khaled Aboud, vous êtes donc vous aussi consultant en géopolitique. Merci donc de votre présence. On va continuer à suivre ce véritable feuilleton et puis on vous réinvitera pour en parler.